Vous vous apprêtez à découvrir un des meilleurs ultrabooks du marché. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Asus ZenBook 3405M équipé du nouveau processeur Intel Core Ultra 7. Ça a son importance, il est véritablement très beau cet ordinateur, conçu en aluminium, sobre et chic, avec ici des reflets légèrement brillants qui laissent deviner le A de Asus, ça me convient parfaitement. 34 cm de longueur, 22 cm de largeur, pour seulement 1,4 cm d'épaisseur. Sans dire qu'il est épais comme un smartphone, il mérite clairement son qualificatif d'ultrabook. Il s'ouvre à 180 degrés, dispose d'une bonne résistance à la torsion grâce à l'épaisseur de sa couche d'aluminium, dispose d'une bonne résistance de la charnière qui vous permettra d'ouvrir l'écran à peu près à l'angle que vous avez envie, mais peut générer quand même des tremblements si vous êtes dans les transports en commun. À noter aussi, si beau soit-il, le revêtement prend quand même les traces de doigts. Niveau connectique, on va commencer par le sans fil. Ce nouveau ZenBook prend en charge le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E, mais malheureusement pas le Wi-Fi 7. Niveau connectique, c'est le bonheur, enfin pas trop sur la partie gauche de l'ordinateur puisqu'il n'y a qu'un seul port, mais on retrouve quand même un port USB-A, et ça c'est cool sur un ultrabook, d'autant qu'il ne s'agit pas de n'importe quel port, on est ici sur de l'USB 3.2 Gen 1. Côté droit, vous allez trouver de la HDMI 2.1 TMDS, une prise jack et deux ports USB-C Thunderbolt 4. Et le comble du bonheur pour moi, c'est ça. Alors c'est pas tant la prise électrique en elle-même, c'est le fait que l'ordinateur se recharge par le biais d'un port USB-C, ce qui signifie que vous allez pouvoir le relier notamment à une powerbank pour l'alimenter lorsque vous êtes en déplacement. Bon, après soyez rassurés, il intègre bien sûr une belle batterie de 75 Wh à l'intérieur. Vous allez retrouver deux haut-parleurs signés Harman Kardon, situés en partie inférieure, légèrement surélevés par les pieds en caoutchouc que vous avez ici. Vous pouvez bien sûr ouvrir le châssis de l'ordinateur, mais peu d'options de modification sont disponibles. Vous retrouverez à l'intérieur de la RAM qui est soudée à la carte mère. Il s'agit de LPDDR5X, prenable en 16 ou en 32 Go. Vous avez bien sûr un disque NVMe en 512 et 1 Go, mais un seul port M2 à l'intérieur. Malheureusement, vous n'aurez donc pas de possibilité d'extension. Par contre, vous pouvez remplacer le NVMe si vous le souhaitez. Clavier français, évidemment AZERTY, je le précise tout simplement parce que je teste beaucoup d'ordinateurs d'origine asiatique et on peut retrouver les claviers en QWERTY. Bonne réponse au niveau des touches, course légèrement longue. Le clavier est rétroéclairé et il vous appartient d'en déterminer le niveau de luminosité à l'aide de la touche que vous avez ici. Vous aurez sûrement remarqué qu'étant donné le format de l'ordinateur assez compact, il n'y a pas de place pour mettre un pavé numérique ici, mais Asus a pensé à nous en appuyant sur la petite touche que vous avez juste là. Apparaît un pavé numérique en mode calculatrice qui vous permettra de continuer à utiliser le trackpad de la souris, l'ensemble étant en mesure de comprendre votre intention. Il y a encore beaucoup de choses à dire à propos de cet ordinateur et notamment de son processeur Intel Core Ultra 7 155H, mais ça vous le saurez en regardant la suite de cette vidéo. La première chose que j'aime beaucoup faire avec vous, c'est un test de démarrage d'ordinateur. On va voir en combien de temps j'arrive sur le bureau de Windows. Je vous ai mis le chronomètre ici. Le démarrage, c'est une combinaison entre le processeur bien sûr, mais aussi les unités de stockage, le SSD que vous avez à l'intérieur, en tout cas le NVMe, qui doit permettre d'envoyer les données rapidement au processeur pour être traité. Le démarrage a eu lieu en 14-15 secondes. Digression toute trouvée qui va nous permettre de parler de l'unité de stockage que vous avez à l'intérieur au travers d'un outil de benchmark qui s'appelle Crystal Diskmark que vous avez ici et dont je vais vous montrer les résultats. J'en ai fait une sauvegarde juste avant. 5000 MB en lecture, 3000 en écriture. Il s'agit donc d'un NVMe connecté sur port M2 en PCI Express 4 et si tout ça ne vous parle pas, je vais vous dégrossir le tableau. Un disque dur à l'ancienne, celui sur lequel vous sauvegardez par exemple en externe vos dossiers, vos fichiers les plus importants, envoie du 100 MB par seconde. Imaginez ici, on est 50 fois plus performant et c'est ce qui participe à animer votre ordinateur, à faire en sorte que toutes les applications se chargent très vite. Ça, la RAM et le processeur, tout fonctionne en combo étroitement lié. N'achetez plus jamais un ordinateur qui ne soit pas équipé d'un SSD NVMe à l'intérieur. Pour le situer dans la gamme aujourd'hui, les très haut de gamme qu'on va prendre en règle générale séparément des ordinateurs déjà préconfigurés peuvent monter à 8000 MB par seconde. On est autour des 8000 et pour l'entrée de gamme, on va plutôt être autour des 500. Bon, c'est l'évidence évidemment, mais vous allez bien sûr retrouver Windows à l'intérieur, déjà activé comme vous pouvez le voir, Windows 11 édition familiale, activé à l'aide d'une licence numérique. L'écran est véritablement sublime. Il s'agit d'un écran OLED 14 pouces de bonheur avec une définition de 2880 pixels par 1800 en vertical. Les couleurs sont ultra intenses, les noirs sont super profonds, on est sur de l'OLED. Vous pouvez quand même distinguer quelques reflets sur l'écran puisqu'on est sur une dalle brillante, prenant en charge la HDR et le Variable Refresh Rate. Il s'agit donc d'un écran 3K pouvant monter à 120 Hz en taux de rafraîchissement. Avec un delta E largement inférieur à 3, cet ordinateur va clairement plaire à tous ceux qui bossent dans l'imagerie, dans la
la vidéo et qui ont besoin d'une reproduction la plus fidèle possible des couleurs. Seul axe d'amélioration que j'aurais porté à cet écran, le niveau de luminosité annoncé à 500 candela par mètre carré montera autour de 400 candela une fois la HDR activée, ce qui est parfait pour un environnement intérieur, déjà beaucoup moins pour être utilisé en extérieur à concurrence du soleil, d'autant que la dalle brillante risque de générer des reflets. Bon, une fois que c'est dit, ça n'étonnera personne que cet ordinateur soit fait pour être utilisé en intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a extrêmement peu de bordures ici sur les côtés de l'écran. Je vous montre aussi sur la partie verticale. L'écran prend 87% de la surface totale du panneau d'affichage. Voilà, c'est plus parlant une fois que c'est mis de cette manière-là et c'est pas la seule bonne chose de cet écran. On est sur une interface tactile. Attention toutefois aux traces de doigts. Ça, malheureusement, on peut pas s'en défaire, mais cet écran est un véritable bonheur. Ajoutez-lui une couverture à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et un temps de réponse à 0,2 millisecondes. C'est clairement une des pièces de résistance de cet ordinateur. Bon allez, on va commencer à le titiller un petit peu, regarder la réaction de son processeur. Donc là, j'ai mis une vidéo YouTube en 4K, processeur consommé à hauteur de 3%, GPU, c'est-à-dire le processeur graphique consommé quant à lui à hauteur de 32%. Et je vous prie de croire que dans le domaine vidéo, il n'est absolument pas limité. Alors surtout pas par de la lecture de contenu. J'ai mis un fichier MKV en H265 en toile de fond. Ici, vous avez la lecture en 4K. Vous avez la consommation processeur, à mon avis, qui va être de l'ordre de l'anecdotique. Allez, voilà, 8% en consommation processeur et toujours 30% en consommation GPU, sachant que vous avez 2 Thunderbolt 4 sur le côté plus une HDMI, vous allez pouvoir brancher 3 écrans plus celui-là. Allez, petit test un peu sauvage, je vais lui demander d'avaler un fichier 8K, seul un ordinateur assez costaud, en général, n'est en mesure de lire un fichier 8K. J'ai une vitesse de transfert sur mon réseau local autour de 76 mégaoctets par seconde, j'étais à 90 en pointe il y a une seconde. Et regardez, à cet instant précis, je suis à 113 mégaoctets par seconde, ce qui correspond au plein potentiel d'une connexion d'1 gigabit. Et voilà mon fichier 8K qui me sert de test, c'est absolument impeccable en matière de fluidité. On va refaire le test. Ah, j'oublie toujours la combinaison de touches qui permet d'ouvrir ici le petit monitoring de performance. On est sur 2% de consommation processeur pour de la 8K. C'est le GPU qui absorbe tout avec une consommation à 75% tout de même. Ça pourrait être la conclusion de cette vidéo. C'est un ordinateur qui peut tout faire. Du récréatif, comme vous pouvez le voir il y a une seconde avec la partie vidéo. Bosser sur la partie vidéo, de la compression, de la retouche d'image. C'est véritablement un ordinateur qui est fait pour ça en matière de puissance. Les traitements de la suite Office, sans aucun problème. On verra tout à l'heure la partie jeux vidéo. Et on va commencer par la puissance, ou presque. On va commencer par la RAM. Alors je vais vous ouvrir des applications. Vous allez voir, ça s'ouvre quasiment instantanément. Les applications qui sont préchargées à l'intérieur de la RAM s'ouvrent forcément instantanément. Idem, grâce à la présence du SSD, tout ce que vous allez ouvrir de manière générale arrivera immédiatement à l'écran. Si vous avez la fibre à la maison, alors vous aurez Internet ultra rapide, quasiment mécaniquement. Ça marche véritablement super bien. Mais à ce niveau-là, c'était pas difficile de s'en convaincre, un ordinateur avec ce genre de processeur, ça marche au top. Pour bosser, j'adore Insta360 Studio. C'est un logiciel qui est extrêmement gourmand en ressources parce qu'il gère des vidéos réalisées en 5,7K. Autant la 4K, c'est pas particulièrement difficile pour un ordinateur à décompresser, je veux dire, en tout cas à lire. Autant la 5,7K, en règle générale, il y a des saccades sur mes ordinateurs. Ça n'est fluide que lorsqu'on a un ordinateur véritablement très performant. Là, on est dans une fluidité quasi parfaite. On pourrait avoir une image ou deux par seconde de plus, mais bon, vous voyez en direct ce que moi je vois, et c'est déjà excellent. Et c'est au moment de la compression que ça va être le plus intéressant. La compression demande énormément de ressources, alors surtout si vous faites une compression en 4K, c'est ce que je vais réaliser ici. Là, le processeur et notamment le GPU vont être sursollicités. On va se lancer ça et regarder la consommation, en tout cas les interactions qu'il peut y avoir avec le processeur, ça va être intéressant. Vous pouvez voir que le processeur est sollicité à hauteur de 30%, et c'est normal, je vous expliquerai pourquoi après. La carte graphique est quant à elle sollicitée à hauteur de 64%. On va en venir maintenant à la configuration processeur. À l'intérieur de cet ordinateur, celui que moi j'ai, vous avez un Intel Core Ultra 7 155H, couplé pour la partie graphique à du Intel Iris Xe, et je vais vous montrer ce que ça donne en matière de performance, notamment par rapport à son principal concurrent. Pour ça, je vais aller sur le site CPU Monkey, je vous le montre quasiment à chaque fois que je teste un ordinateur. C'est un site qui va vous permettre de comparer les processeurs entre eux, et c'est extrêmement riche d'enseignements, notamment si vous n'y connaissez pas grand-chose. Alors pour les aficionados, on est sur les générations d'architecture Meteor Lake comparé au Ryzen 7 pour le coup. Comme je vous le disais, c'est son principal concurrent, en tout cas à mon sens, le 7840HS de chez AMD, que vous connaissez probablement. On est sur du 16 cores à l'intérieur du processeur Intel, 8 pour le processeur de chez AMD. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les benchmarks, c'est-à-dire les résultats en matière de puissance. Les deux processeurs sont assez équivalents en single core, ça va dépendre des benches qui sont utilisés. En multicore, léger avantage pour le Intel Ultra 7 155H. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la partie graphique,
où là, c'est Intel qui prend le devant. À tarif équivalent, la proposition de Asus est supérieure à ce que vous allez trouver sur le marché avec des processeurs de chez AMD. On est sur un processeur ici plus récent avec une consommation d'énergie électrique inférieure à ce qu'on va retrouver chez AMD, largement même, c'est divisé par deux. Vous pouvez le voir à ce niveau-là, on est sur du 28 contre 54 watts comparant les deux processeurs. Par contre, le Intel monte un peu plus en température, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ce qui permet aussi à cet ordinateur de se distinguer, c'est qu'il s'agit d'un des tout premiers ordinateurs à disposer d'un NPU. Le CPU, c'est le processeur central. Le GPU, c'est le processeur graphique. Le NPU, c'est le processeur dédié à l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi Neural Processor Unit. L'IA reste aujourd'hui encore dans son utilisation grand public assez diffus pour les professionnels. Par contre, ça devient extrêmement intéressant dans la génération d'images, dans la génération vidéo. Là, vous avez pu voir des extraits du processeur de Sora développé par OpenAI qui permet de générer de véritables films à l'aide de requêtes textuelles. Et ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des créateurs de contenu est un peu à double emploi. On a effectivement un écran qui est génial en matière de retranscription des couleurs, ce qui est fondamental lorsqu'on fait de l'imagerie de manière générale, mais vous avez aussi toute la partie intelligence artificielle qui arrive progressivement, pour laquelle je n'ai pas énormément de cas d'utilisation là maintenant à titre personnel, d'autant que tout est en général précalculé sur des serveurs extérieurs, mais ça va arriver très probablement, très rapidement sur nos ordinateurs en intérieur, ça arrive sur les smartphones en ce moment précis, et là vous avez un processeur dédié à ça à l'intérieur de cet ordinateur, qui est donc calé pour le futur. Et c'est à mon grand désarroi que pour l'instant je ne peux pas challenger cet ordinateur, en tout cas pas la partie NPU qui reste désespérément vide au niveau du diagramme que vous avez ici. Mais par contre, je peux challenger le GPU, et là on va se lancer un petit Counter-Strike 2. Bon, après, pour digresser pendant que le jeu se charge, c'est la partie GPU qui prend aujourd'hui en charge les calculs d'intelligence artificielle sur la plupart des ordinateurs, mais c'est plutôt cool de voir que cet ordinateur-là commence à dédier un processeur à ça. Alors en général, je suis gentil avec mes ordinateurs, je change les paramètres graphiques avant d'effectuer le test, mais là, je vais le laisser en 3K. Alors, je vais regarder ce que je suis en paramètres vidéo. Je suis, voilà, en 2880 par 1800, ce qui équivaut à de la 3K. J'ai laissé la plupart des paramètres avancés. Je vais enlever quand même l'anti-aliasing parce que ça bouffe énormément de ressources et c'est pas utile lorsqu'on a un ordinateur en 3K. En tout cas, moi, je trouve pas ça fondamental. Et je vais lancer le jeu. Bienvenue à l'intérieur de Counter-Strike en définition 3K. Il faudrait tomber en Full HD pour avoir une image impeccablement fluide. Mais ça reste assez remarquable déjà de pouvoir afficher ce genre de niveau de fluidité sur un ordinateur portable dépourvu d'une carte graphique dédiée. Allez, on reste dans un univers ultra difficile avec Forza Horizon 5, un jeu cette fois-ci assez récent. Alors il faudrait que je baisse le son parce que là je l'ai peut-être mis un petit peu trop fort sur l'ordinateur. Va manquer quelques images par seconde encore une fois pour avoir un bon niveau de fluidité. Je me suis mis en Full HD. Mais malgré tout, l'ordinateur est quand même très capable. Il lui manque pas grand-chose pour obtenir un niveau de fluidité, je vais pas dire parfait, mais voilà. Quand les impacts, quand les choses sont précalculées, comme c'est le cas ici sur une belle ligne droite, vous voyez, c'est parfaitement fluide. À mon avis, il n'y a qu'à l'approche d'éléments mobiles comme les voitures ou de cartes un petit peu plus détaillées où ça va devenir plus difficile. Mais c'est assez remarquable. Ce que cet ordinateur portable est en mesure de faire, c'est bluffant. Regardez, j'espère que vous arriverez à le voir. Je vous ai mis ici le diagramme de chauffe du processeur. Enfin, c'est pas un diagramme, plutôt des statistiques de chauffe du processeur. Il est à cet instant précis à 75 degrés, il est à 56 quand l'ordinateur est peu sollicité et monte à 97 degrés lorsque le processeur chauffe vraiment, lorsqu'on a une tâche difficile à faire. Ça se traduit par un ventilateur audible lorsque l'ordinateur est sollicité, mais au son maîtrisé. C'est pas un son particulièrement dérangeant. Vous l'avez vu, l'ordinateur est en mesure de jouer aux jeux vidéo. Alors pas aux toutes dernières générations, quoique Forza Horizon 5 est quand même assez récent. Il est en mesure de jouer tant que vous restez sur du Full HD, avec les spécifications graphiques au minimum, ça va dépendre du jeu vidéo évidemment, et du nombre d'images par seconde qui vous seront nécessaires, mais il est quand même en mesure d'accéder à certains jeux vidéo, et ça c'est plutôt cool, encore une fois pour un ordinateur dépourvu de carte graphique dédiée, puisque c'est un iGPU qu'on va retrouver à l'intérieur. Niveau autonomie, c'est pas mal du tout, il y a une batterie de 75 Wh à l'intérieur de cet ordinateur, qui vous permettra, alors je vais vous donner un protocole d'utilisation, si vous regardez de la vidéo par exemple sur Netflix, en mettant la luminosité de l'écran au niveau médium, ce qui équivaut à peu près à 150 nits, vous aurez 12 heures d'autonomie avec cet ordinateur, qui sont plutôt des bonnes performances. Lui-même se rechargera en à peu près 2 heures à l'aide de son chargeur 65 watts fourni. Niveau vitesse de transfert, l'ensemble fonctionne remarquablement bien. Alors bien sûr, avec du Wi-Fi 6E, on va se faire un petit test de téléchargement. Là, ce sera Faro A New Era, et on va aller voir à combien je peux monter. Alors sachant que ma connexion, j'ai de la fibre à la maison, avec un réseau qui est ce qu'il est, encombré parfois, pas forcément idéal. Le jeu a fini de télécharger avant que je puisse monter en charge.
On va en prendre un plus costaud, voilà. Ouais, là j'ai du 640 mégabits, assez courant d'ailleurs par rapport à la connexion que je peux avoir chez moi. Routeur à peu près 5 mètres, compatible Wi-Fi 6E. Même chose, grosso modo, en passant par ma box et internet directement sans passer par les routeurs. L'ordinateur peut monter plus haut que ça en vitesse de transfert. Il peut atteindre facilement le gigabit par seconde. On l'a vu tout à l'heure en transfert en interne. Là, faut dire que je passe par les serveurs de chez Steam. Voilà, je fais le test en live. En débit descendant, je peux facilement gratter du gigabit en connexion. J'aime beaucoup le son sur cet ordinateur qui est délivré par 2 enceintes situées sur la partie inférieure. Faudra donc poser l'ordinateur de préférence sur une surface dure pour pouvoir bien en profiter. On est sur un son assez punchy, bien défini. Franchement, je vous en fais écouter quelques secondes. Normalement, ça devrait vous convaincre. Pas punchy, mais dans l'absolu vous avez compris l'idée. Allez, on synthétise et on commence par le design léger, fin, c'est un véritable ultrabook, revêtement en aluminium, il est plutôt beau gosse dans son genre, charnière qui s'ouvre à 180 degrés que j'aurais légèrement rigidifié, ainsi que améliorer le revêtement pour limiter les traces de doigts. L'écran est magnifique, très difficile à critiquer, c'est le genre d'écran que je conseillerais à une personne travaillant dans le milieu de l'imagerie, que ce soit la retouche photo, le montage vidéo, etc. Bon, l'intelligence artificielle, on reviendra sur le sujet un petit peu plus tard. Écran OLED évidemment, ce que j'aurais amélioré, alors il y a pas mal de reflets, forcément un petit peu brillant, mais on est sur un écran tactile. Ça participe aussi du confort lorsque vous le touchez. J'aurais aimé avoir une ouverture à 360 degrés pour pouvoir l'utiliser en mode tablette et un tout petit peu plus de luminosité. Le processeur est génial, taillé pour l'avenir avec son calculateur NPU, je m'excuse encore, j'ai pas d'outils aujourd'hui réellement pour le challenger, mais en tout cas pour le reste, la partie calcul de manière générale, que ce soit sur le professionnel, sur le récréatif, même sur le jeu vidéo, il a des capacités réelles qui vous permettront pas de jouer à tous les jeux vidéo dans les meilleures conditions, mais qui permettent de commencer à exploiter les jeux vidéo, et ça c'est cool, mine de rien, c'est gage de performance. Au niveau de la dissipation thermique, on est sur un ordinateur qui chauffe un peu, mais les surfaces elles-mêmes restent autour de 30 degrés, ça reste donc globalement maîtrisé. Niveau autonomie, c'est bon aussi, grâce à un processeur qui consomme très peu et une bonne batterie intégrée. Vous avez 12 heures d'utilisation à peu près en navigation sur le web, en lecture de contenu. Si vous utilisez du jeu vidéo, là c'est plus pareil, vous serez plutôt autour de 2 heures. Ce que j'adore, c'est que le rechargement se fait en USB-C et il est possible d'utiliser une powerbank pour recharger cet ordinateur. Ça c'est vraiment cool. Le son est bon, voire très bon. La caméra est honnête, la connectivité est tout à fait correcte, notamment la présence de Thunderbolt 4 à l'intérieur de cet ordinateur. Ça c'est fait pour me séduire. Manque à la limite un slot de carte SD pour véritablement parfaire l'ensemble et éventuellement un petit port USB-A supplémentaire. Déjà en avoir un, je trouve que c'est plutôt cool, surtout sur un ordinateur aussi fin. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette UX3405M. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Vous aurez bientôt l'occasion de voir sur ma chaîne le test du tout nouveau Asus UX8406M que je n'ai même pas encore déballé. Allez, je résiste pas à vous le montrer quelques secondes sous ces faux airs du UX3405. On est ici sur un ordinateur dual screen. Bien caché sous le clavier que vous avez juste ici se trouve un second écran d'ordinateur. Et le meilleur moyen de le découvrir, c'est tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!